Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, on vous présente le parcours d'une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille Adener est composée de 7 enfants, Charlotte, Salomon, Rebecca, Samuel, Dimilo, Henri, Lisette et Zeti. Leur père, Morka, est né à Varsovie en 1887. Il a obtenu la nationalité française. Il a participé à la Première Guerre mondiale où il a été blessé. En 1940, il habite à Paris avec sa femme et ses enfants. Il est maroquinier. Son numéro de dossier juif est le 5847. Suite à la défaite française, la France est divisée en deux parties. La zone allemande au nord et sur la côte atlantique, et la zone française ou zone dite libre sous le régime de Vichy. Quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent, les Juifs voient leurs droits considérablement réduits. Désormais, ils doivent se recenser. Ils ont des restrictions de déplacement, ou sont même interdits de se trouver dans certains lieux publics. De plus, il leur est interdit de pratiquer certains métiers, et leurs commerces ou leurs entreprises sont aryanisés. Comme nous l'indique la loi du 3 octobre 1940, diffusée dans le journal officiel le 18 octobre 1940. Article 1er. Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint est lui-même juif. Article 2. L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs. Premier chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national, de la Légion d'honneur, Cour de cassation, Cour des comptes, Corps des mines, Corps des ponts et chaussées, Cour d'appel. Et bien d'autres encore. Ainsi, ce qui définit une personne comme juive n'est plus sa foi, mais son sang. En 1942, les premières rafles ont lieu. Les Juifs sont désormais déportés, et ce, grâce à la coopération du régime de Vichy. Samuel Adener est donc bien français grâce à son père. Il parle yiddish et français. Dû à son statut de juif, il a été recensé en 1940. À partir d'août 1941, on leur confisque les radios. Puis vient l'étoile juive le 7 juin 1942 avec le tampon juif sur la carte d'identité. Puis enfin, un couvre-feu leur est imposé à partir de 20h. Les Juifs sont victimes de rafles par les autorités françaises. La famille Adener ont été témoins d'une rafle dans leur immeuble voisin. Plus de 15 familles ont été arrêtées ce jour-là. Elle a été arrêtée le 23 septembre 1942 à 21h par la Gestapo pour ne pas avoir respecté le couvre-feu. Le lendemain de leur arrestation, la famille Adener est déportée à Drancy. C'est un camp d'internement, un lieu de transit avant l'exportation vers les centres de mise à mort. Le camp de Drancy est imposant. C'est un bâtiment en U entouré de barbelés et de miradors. À l'origine, c'était une cité où des gens vivaient. Il était d'une capacité de 500 langataires. Au début de la guerre, il devient un camp de prisonniers. En 1942, ils y sont 6000 internés en simultané dans des chambres de 50 à 60 personnes, dans des conditions déplorables. Ils sont essentiellement nourris de soupe. Au total, c'est 63 000 juifs qui seront passés par Drancy, soit 80% des juifs déportés de France. La famille Adener y restera une semaine. Elle est ensuite déportée le 28 septembre 1942 dans le convoi numéro 38 de Drancy, à Auschwitz, avec 900 autres juifs. Les historiens ont retrouvé un telex à l'intention d'Henchman, le chef du bureau des affaires juives du RSA, le service de sécurité du Reich. Dans ce telex, on retrouve les informations concernant le transport, la date et l'heure, le chef du convoi. Après 3 jours de voyage dans des wagons à bétail où sont entassées 70 à 80 personnes, la famille Adener arrive à Kozol, un camp satellite d'Auschwitz, avant d'arriver sur le camp lui-même. Milo et Salomon sont séparés de leur famille et sont renvoyés à Kozol pour des travaux forcés. Là-bas, ils sont dépouillés de leur identité et deviennent des matricules. Milo est désormais B106025. L'immense majorité des Juifs d'Europe de l'Ouest sont envoyés dans ce camp d'une superficie de 40 km². Les 3/4 seront gazés dès leur arrivée dans les camps dans un des 4 crématoriums d'Auschwitz-Birkenau. Ces crématoriums sont gardés par des SS armés, des chiens, des mitrailleuses et des barbelés. Plus d'1 million de Juifs mourront dans ce camp. Ceux qui ont été sélectionnés pour le travail forcé intègrent le camp. Au total, sur le territoire sous domination nazie, il y a 3 camps d'internement et de transit, 15 camps de concentration, 6 ghettos principaux et 6 camps de mise à mort qui ouvriront entre mars et juin 1943. Milo il nous raconte dans son témoignage que dès son arrivée, on lui demande « Qu'est-ce que t'es ?» Il répond « Französisch, je suis français ». L'Allemand qui lui a posé la question le frappe et lui dit « Jude, tu es juif ». Milo nous dit que les coups, ça pleut de tous les côtés. Il est sélectionné uniquement car il est français,
qu'il vient de Paris et qu'il est mécanicien chez Renault. Il se fait quotidiennement frapper. Un Allemand l'a déjà assommé pour avoir simplement percé un sac de ciment en tombant dessus. Auschwitz-Birkenau connut quelques révoltes comme la révolte des Sonderkommando, les Juifs qui sont chargés du traitement des corps après leur gazage. Autrement dit, les Juifs qui sont chargés de mettre les corps au crématoire. Des Polonaises qui travaillaient à l'usine de l'Union à Auschwitz ont fait passer des explosifs aux Sonderkommando qui ont fait exploser un des crématoires en octobre 1944. La sanction est sévère. Les Polonaises furent pendues en public, les Sonderkommando torturés puis tués. La survie dans les camps est difficile. Milo et son frère sont donc sélectionnés pour travailler sur une autoroute reliant Berlin à Moscou, avec 160 autres juifs. Le travail est dur. Ils portent des sacs de sable, de ciment, ils déplacent des rails. Ils sont ensuite envoyés à Belchammer, durant l'hiver 42 à 43. Les conditions y sont plus rudes, entre moins 25 et moins 30 degrés. Ils sont en petites vestes avec des sabots de bois. Pour essayer de se réchauffer, ils s'habillent avec le papier des sacs de ciment qu'ils trouvent. Les journées sont longues dans les camps. Chaque matin, il y a l'appel, qui dure à peu près 2 heures, debout, en rang, dans le froid. Les gens en tombaient. L'appel se fait en allemand. Chaque déporté doit donc apprendre son matricule en allemand. Après cette épreuve, commence une grosse journée de travail forcé, sans pause, hormis une petite pour le repas. Le chemin retour du travail se fait en courant, sous les coups. Il y a beaucoup de décès à cause du froid, de la faim, des coups et évidemment des conditions déplorables. Dans certains camps touchés par le typhus, Milo nous raconte qu'en 8 à 9 semaines, le camp est passé de 1200 déportés à 120. Les survivants étaient chargés d'enterrer les morts dans des fosses communes et de les recouvrir de terre et de chaux. Milo est finalement évacué de Monowitz avec son frère Salomon le 18 janvier 1945. Juste après, c'est la marche de la mort qui va durer 11 jours. Durant cette marche, Salomon est fusillé. Milo est transféré à Buchenwald, puis à Niederkirchen. Il s'évade le 4 avril 1945 avant d'être officiellement libéré, une semaine après, par le général américain George Patton. Samuel Adoner, dit Milo Adoner, aura été déporté pendant 982 jours. Après la guerre, il retourne à Paris pour s'installer dans son ancien appartement. Mais il découvre que quelqu'un s'y est installé, logé par la mairie. Ce dernier menace de se plaindre au père de Milo, mort à Auschwitz. Le locataire finit par partir. Milo s'y installe après avoir retrouvé sa sœur aînée, Charlotte, dont le mari est lui aussi mort en déportation. Ils sont les 2 seuls survivants de la famille Adoner. Merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Angèle pour leur chronique « Le parcours de la famille Adoner » sur Radio Césaire.